Bonjour à vous, mesdames et messieurs. 6e jour de ce mois de janvier 2021. Nous démarrons tout de suite avec ce proverbe qui stipule ce qui suit. À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Les événements fâcheux, mesdames et messieurs, peuvent procurer quelques avantages, ne fût-ce qu'en donnant de l'expérience. À quelque chose, malheur est bon. Les événements fâcheux, mesdames et messieurs, peuvent procurer quelques avantages, ne fût-ce qu'en donnant de l'expérience. Mise en onde de cette émission de ce jour, nous sommes mercredi 6 janvier 2021. Sylvain Ayayevo, mise en ligne Herman Botonou, que j'ai du plaisir à revoir. Bonne année Herman. Devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigaté. Bonjour à tous, bon réveil. 6h33 minutes. Et voici votre sujet d'opinion. Votre sujet d'opinion justement de la journée d'hier mardi qui revient ce jour. Et pour cause, vous le savez, la ligne était défaillante. Toutes nos excuses encore pour les désagréments et mécontentements. Sincère pardon à vos fidèles auditeurs. Cela dit, Opinion s'intéresse au changement des horaires de travail dans l'administration publique. Quelle appréciation faites-vous de cette réforme et surtout de sa mise en œuvre effective dans vos localités respectives? On ira tout de suite avec ce premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste. Bonjour. Oui, c'est Yarou Yacoub qui vous appelle depuis Zazira. Est-ce qu'on peut vous entendre un peu plus fort? Sylvia Yayevo, est-ce qu'on peut l'entendre un peu plus fort? Allez-y. Allô? Oui, allez-y. C'est Yarou Yacoub qui vous appelle depuis Zazira. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Yacoub. J'ai deux préoccupations, monsieur le journaliste. La première, monsieur le journaliste. Si vous prenez WhatsApp. Voilà, merci. Merci de revenir donc dans le sujet. Nous parlons d'opinion et opinion qui s'intéresse aujourd'hui aux horaires de travail dans l'administration publique. Quelle appréciation faites-vous donc de la réforme et surtout de sa mise en œuvre effective dans vos localités respectives? Bonjour. Au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Monsieur Guinado, toutes nos excuses pour hier. Oui, c'est ça. Voilà. Nous vous écoutons sur le sujet. Nous, vous savez, nous sommes du privé. Nous avions demandé un peu à ceux qui sont dans l'administration. Malheureusement, j'espère qu'il nous reviendra notre ami. 96 21 50 40, c'est le numéro qu'il faut composer si cela vous dit de participer donc à cette émission matinale. Déjà 6 heures passées de 35 minutes. On va attendre donc un autre intervenant. Pour là, je vous rappelle le sujet d'opinion. C'est le sujet d'hier mardi. Nous n'avions pas pu donc passer ce sujet puisque vous n'avez pas pu entrer en contact avec nous du fait de la ligne qui était défaillante. Une fois encore, toutes nos excuses. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Guinadou. Oui. On y va donc. D'accord, j'ai dit, bon, c'est timide quoi. On ne sait pas quand les trucs se sont dit dans les médias. Est-ce que vous avez fait un tour dans les administrations à Tchaoro, puisque vous y résidez? Oui, justement, bon, moi, je suis fréquent un peu avec eux, j'ai demandé. Qu'est-ce que vous voyez de timide? Est-ce que vous avez noté quand même que les gens sont restés de 8h à 12h et à 12h30 et ont pris leur pause pour revenir donc à 14h30, 15h? Oui, ils l'ont fait, mais comme seulement encore un truc qui a mis du temps, trop de temps, donc on ne sent pas trop comme ça, quoi. Donc pensez-vous que cette réforme a tout de même des avantages? Bon, oui, ça a des avantages dans la grande ville. Lesquels avantages, par exemple? Bon, surtout ceux qui quittent Cotonou pour vers Alada, Sekou et comme ça là, ils vont rentrer tôt pour voir les enfants. Ouais, non, avec les gosses l'eau. Mais dans le contrées, c'est là, c'est un peu, je ne vois pas. Le problème le plus chaud là, c'est les enfants, les enseignants. Ça là, on n'a pas débattu de trop de ça là, comment ça va se passer? Ou bien c'est seulement de l'administration. C'est pas bien dit. On n'a pas compris quoi? Ou bien vous ne comprenez pas? Oui, parfaitement. On parle des administrations, donc de nos bureaux, voilà. D'accord, bon, mais chez nous ici là, ça commence à mettre timidement. C'est timide. D'accord. À Tchaoro, donc, oui. C'est un peu timide. Ça ne se remarque pas encore. De toute façon, c'est parti comme ça depuis le 1er janvier par cette décision gouvernementale. Merci donc pour votre intervention, monsieur Dinado. Depuis Tchaoro, très bonne journée, nous vous souhaitons de passer.
D'accord, merci. Voilà. 96 21 50 40, tout comme lui, vous avez envie de participer à cette émission matinale Nassouba. Nous sommes dans sa première rubrique Opinion de ce mardi qui revient sur le sujet. Et pour cause, la ligne était défaillante. Toutes nos excuses une fois encore pour les désagréments et mécontentements. Sincère pardon, on prend cet intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, mes chers amis, c'est Bonigouda, depuis le quartier Ganou à Parako. Monsieur Bonigouda, bon réveil chez vous. Oh oui, comme autant heureuse année, parce qu'on ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas salué, toutes mes excuses. Donc, par rapport au changement d'horaire, c'est une bonne chose, mais ça a des avantages et des inconvénients. Allons-y avec les avantages, monsieur Bonigouda. Les avantages aujourd'hui, si l'on réside à Cotonou, la distance qui sépare souvent les maisons au service sont souvent 30 à 40 km. Pour la consommation, l'économie de la consommation du carburant fait aujourd'hui, si vous voulez faire 40 km, soit 80 km, soit 4 par jour, ça fait beaucoup de frais. Même à Parakou ici, il y a des endroits qui sont à 10 km. Et s'il faut aller matin, retourner, ça fait déjà 40 km par jour. Il y a peut-être une économie de carburant. Mais pour la pause, si vous ne disposez pas de toilettes, vous ne disposez pas de manger, il peut y avoir manger à Parakou, mais le problème de toilettes s'impose. Et c'est là maintenant que ça tombe un peu dans l'inconvénient. On peut rester au service, mais celui qui était habitué à se rincer au moins le corps en plein midi, là, aura un peu de problème. C'est qu'il économise, mais il y a des problèmes pour rester au service. Et de deux, pour ceux qui rentrent et reviennent, souvent ce qu'on consent, on sent actuellement, vous revenez de la maison, vous quittez à 12h30, avant d'arriver à la maison, c'est 13h moins. Si le repas n'est pas prêt, vous voyez, il y a une difficulté qui règne. Les gens doivent vous dire la vérité. Depuis hier, il y a des difficultés depuis lundi. Les gens retournent. Monsieur Bonigouda, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. De toute façon, il y a, comme vous le dites, des avantages, il y a des inconvénients. De toute façon, il y a plus d'avantages. Nous allons faire avec jusqu'à ce qu'on va s'habituer. Je crois que tout horaire est donné par l'administration. On ne peut pas aller contre. Je vous remercie. Parce que c'est toute chose. Elle ne peut pas tout casser, tous les œufs quand même, non, cher de la rue. Oui, mais si vous tenez à prendre des œufs sur plat, vous devez donc les casser. Merci quand même, monsieur Bonigouda. Ce fut un plaisir. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Bonigouda. 96 21 50 40. Nous revenons, comme je disais, sur le sujet d'opinion d'hier. Nous parlons donc du changement des horaires dans l'administration, horaires de travail, bien sûr, dans l'administration publique. Quelle appréciation faites-vous de cette réforme et surtout de sa mise en œuvre effective dans vos localités respectives au 96 21 50 40. N'oubliez pas que vous pouvez également opiner sur notre page Facebook via l'adresse www.facebook.com/ORTB Parakou. Bonjour. Bonjour, mon tel chef journaliste. Monsieur Aziz, depuis Kandi. Oui. Bonjour et bonne année. Merci à vous autant. Alors, Changement des horaires de travail. Oui, allez-y. Bon, l'appréciation que moi j'ai, dans toute chose, il y a les inconvénients, il y a aussi les atouts et les faiblesses. Si aujourd'hui, le gouvernement exige que nos travailleurs au niveau du secteur public travaillent de 8h à 12h30 et de 14h à 17h, dans tous les services publics, je prends maintenant les réformes au niveau de la santé lorsqu'il avait recommandé ça. J'ai décrié. Aujourd'hui, on dit qu'un arrêt permanent a ajouté le temps de travail. Ça fait qu'aujourd'hui, nous de la santé, nous avons des difficultés ici. Parce que le médecin qui va de 7h, il soit à 14h. Mais s'il a urgence, on ne peut plus l'appeler. Parce que même s'il appelle, il a repassé. Non, monsieur Aziz, vous savez que c'est vrai que c'est écrit blanc sur noir ou noir sur blanc, si vous le voulez, mais quand ça arrive comme ça et qu'il y a des urgences, c'est comme quelqu'un qui est dans l'armée, à tout moment, lorsqu'on l'interpelle, qu'il y a... Bon, mais comme ça a été exigé, parce que ça a été exigé, c'est les réformes qui ont demandé ça. Bien sûr, mais ici, c'est pour sauver le cas précis. Moi, je ne vois pas, moi, je suis dans la librairie, je ne vois pas un changement. Parce que moi, je connais des services qui vont, des agents qui vont de 8h, ils sont au bureau jusqu'à 13h pour un service à la population. Nous devons à 15h, même à 20h, ils sont là
Monsieur Aziz, vous semblez ne pas être d'accord avec, disons, cette décision gouvernementale. Moi, je ne vois pas. Quand je prends maintenant le secteur éducatif maintenant, les enseignants qui vont de 8h et sont à 12h30, et parfois d'autres ont cours jusqu'à 19h. Donc maintenant, ils vont sortir de 14h jusqu'à 17h au niveau du secteur éducatif secondaire. Or, l'État même a exigé le nombre d'heures aux enseignants de 20h jusqu'à 30h. Donc tout ça, là, maintenant, il faut que l'État même réfléchisse sur certaines heures qu'ils ont infligées à nos enseignants. Quand je parle du secteur éducatif, c'est là le problème qui se pose, M. Jean-Yves. Mais vous allez voir qu'on a aussi par exemple, il y a l'armée, la police républicaine est là. Il y a les données qui sont là, ils sont au poste. Peut-être que s'ils sont au poste de 8h à 12h30, donc ils laissent le poste ouvert, sans contrôle. Vous savez, monsieur Aziz, il y a des postes qui sont techniques, purement techniques. Mais lorsque vous prenez de l'administration, ou lorsque vous prenez nos bureaux, d'accord, les administrations, c'est clair que lorsque vous y allez à 12h, vous respectez donc, disons, ce principe-là de 12h à 17h30 désormais. Et il y a des postes purement techniques, c'est un peu comme la santé, l'armée. Quoi qu'on dise, lorsqu'il y a des urgences et qu'on vous appelle, il y a votre conscience qui doit pouvoir jouer. Vous êtes d'accord avec moi? Même là où vous êtes, si vous êtes, monsieur Aziz, vous êtes médecin, vous rentrez à midi comme prévu par, disons, les tests, et il y a une urgence, c'est peut-être votre enfant ne le souhaite pas, ou c'est peut-être un membre de votre famille, on vous appelle, docteur, venez vite, il y a une urgence, vous allez dire non, l'administration a dit, c'est à 12h, vous comprenez qu'il y a une question. Oui, monsieur Aziz, je pense que nous allons laisser d'autres personnes intervenir. Je vous remercie, parce que c'est nous qui suivons, monsieur, sur le terrain, nous vous avons compris, monsieur Aziz. Merci. Très bonne journée, nous vous souhaitons. Voilà, nous ne voulons pas en faire un débat houleux de toute façon. Merci quand même à monsieur Aziz Togoubio depuis Candy, 96 21 50 40, ce sujet qui vous intéresse ce matin. Nous avons un appel en ligne. Bonjour. Bonjour, l'OSB. Bonjour. Adam Bachiro. Monsieur Adam Bachiro, toutes nos excuses pour hier. Allons-y avec le sujet du jour. Bon, je crois qu'en ce début d'année, je vais d'abord prier que cette réforme ne devienne pas comme la réforme de l'enlèvement des postes téléviseurs de nos bureaux administratifs. Si en son temps on a enlevé ce téléviseur, je dis que vous perdez trop de temps à réaliser la télévision de travailler. Aujourd'hui, c'est des placements qu'on voit. Nous devons espérer que la réforme qui est en train de faire ne va pas devenir comme ça. Et je dis parce que ce que je passe, il va falloir qu'on aille lentement, mais sûrement dans les réformes. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesures pour moi. Les Béninois sont tous Béninois, et non des Béninois à part entière, et les Béninois entièrement à part. Je prends l'exemple de certaines administrations, quand il y a circulé hier, où il n'y a pas de problème, ils ont respecté. Même si les patrons ont dans une toilette quelque part où ils pourront prendre leur douche et revenir dans leur bureau tranquillement, ça c'est personne de ça. Mais les autres, la grande masse fera quoi? Ils vont rester là, tout crotter, jusqu'à répondre jusqu'au soir. Ça c'est un. Ils sont en peur de coronavirus. Attention. Secondo, on prend le côté de l'enseignement. Je vois les enfants sortir à 19h. Mais ceux-là, ils sont quoi? Des Béninois ou bien pas des Béninois? Pourquoi la réforme ne prend pas ça en compte? Comment est-ce qu'ils vont le faire? Donc, c'est que la réforme, qu'on prenne le temps d'abord d'aller doucement et revoir les choses avant d'aller au fond. Moi, c'est ça mon question. La réforme est une très bonne chose. Beaucoup de pays l'ont fait. Mais chez nous, pour le moment, on n'a pas encore créé les conditions et on veut régler le problème. Ça risque de foirer à un moment donné, parce qu'on sera semblant de travailler, mais en réalité, on ne va pas prochainer grand-chose dans la manière de travailler des Béninois, parce que le travail, c'est dans la tête, tout simplement. C'est mon avis, il va falloir que vraiment puisse revoir la chose, et comme je l'ai dit, voyons concrètement au fond la chose, parce que le système éducatif actuellement, on ne pourra pas toucher à ça. Si on touche à ça, c'est une bombe. Merci. Très bonne journée à vous également, M. Adam Bachiro, depuis le quartier EGA. Allez, nous allons prendre un autre intervenant. Nous rappelons le sujet de jour, le sujet d'hier qui revient. Cela dit, ce sujet, Opinion s'intéresse au changement des horaires de travail dans l'administration publique. Quelle appréciation faites-vous de cette réforme et surtout de sa mise en œuvre effective dans vos localités? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Idriss Souman depuis Chalkouma. Nous vous écoutons, M. Idriss Souman. Donc, le gouvernement a parlé, mais il n'a pas fait les détails, quoi. Par exemple, maintenant, les élèves qui ont au cours de 19h maintenant, est-ce qu'ils peuvent continuer jusqu'à 19h?
Pas les hôpitaux maintenant. Les hôpitaux devaient travailler 24 sur 24. Il y a toujours de permanence dans les hôpitaux. Ah d'accord, ça c'est bon. Est-ce que au Bénin maintenant, il y a quelqu'un qui doit lutter pour la population au Bénin actuellement là? Je me demande sur ça d'abord. Je vous salue. 96 21 50 40. Bonne journée à vous de l'autre côté de Tchavi Koumam. On va prendre un autre intervenant. Le sujet vous préoccupe, vous intéresse. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Vous avez l'honneur à monsieur Selma Rafiou. Je suis à Mamouillon par Rafiou. Allez-y, nous vous écoutons. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. Parce que rien n'a changé, sincèrement. Le reste du travail est toujours respecté. Seulement qu'on a essayé de décaler ça un peu seulement. Quand on parle des élèves, prenons l'exemple de l'école, des écoles anglaises au niveau du Bénin ici. Quand ils vont à cette équipe au collège, ils reviennent à la maison à 15h. Dans l'après-midi, vous vous imaginez, pour des parents qui n'ont pas d'électricité à la maison, les enfants peuvent se reposer. Il y a plein de choses. Hein? Moi, je ne vois pas pourquoi tirer autour de tout ça là. C'est un décalage seulement d'heures. On trouve que ça déagit sur nous. Je ne peux pas comprendre. En tout cas, moi, j'ai félicité sincèrement le gouvernement pour les efforts. Si possible, d'ici l'année prochaine, qu'ils essayent de rattraper ça au niveau des écoles aussi. Moi, je suis parfaitement d'accord. Merci à vous, M. Sénat. Très bonne journée, nous vous souhaitons de passer. Et nous allons faire un tour également sur notre page, on va dire WhatsApp. On va prendre cet intervenant d'abord. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Bab Karissal depuis Okedam. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'ai deux grognes. La première, je vais directement dans le quartier Transat. Non, je pense que nous ne grognons pas ce matin, mais nous parlons d'un sujet qui est relatif au changement d'horaire dans les administrations publiques. C'est le sujet d'opinion de ce matin. Ok. Donc, j'ai pris la grogne au vol. Donc, par rapport au changement de l'actualité de l'oreille, surtout au Bénin, vraiment, quant à moi, Bab Karissal, c'est une joie pour moi, surtout pour nos enseignants. Pourquoi pas dire aux professeurs et les fonctionnaires d'État, surtout pour l'heure. Et quand on prend le changement de l'oreille, là, donc au moins les enfants aussi ont au moins un petit repos. Donc, moi, je félicite le gouvernement à Patrice Talon et que tout ce qui est changé, surtout au Bénin ici, on n'a qu'à respecter la loi, respecter nous-mêmes et pourquoi pas la loi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Un tour donc sur notre page Facebook également. Emma, on a retourné. Est-ce qu'on a quelque chose? Mais à se mettre sur là-dedans, au niveau de la fiche WhatsApp, nous avons ceci de notre ami Sinasso. Je pense ceci personnellement. Aujourd'hui, tout travailleur béninois rentrera tôt à domicile pour voir sa famille. Cela pourrait toutefois permettre aux travailleurs béninois d'entreprendre peut-être d'autres activités de petits revenus, ce qui leur permettra également de combler le vide si éventuellement cette masse horaire pourrait être également respectée dans les trois ordres de l'enseignement. Ce serait un grand atout qui pourra également permettre à certains élèves et étudiants d'apprendre autres métiers comme à l'image du Nigeria ou du Ghana. Bonne journée à vous, c'est ce qu'il nous dit. Merci. On prend cet auditeur. Nous sommes à Kandi avec Garba Alassane. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous allez parler un peu plus fort, monsieur Garba Alassane. Oui, par rapport au changement de l'heure de travail au niveau de l'administration publique, et je crois que c'est une bonne chose, mais seulement que, et comme nous sommes dans un pays laïque, il faudrait quand même que parfois que l'État central puisse se pencher sur certaines choses avant de prendre des décisions. Et vous savez très bien que nous les musulmans ici, musulmans fervents, nous avons 5 prières de la journée. C'est vrai. Et quand on parle d'un pays laïque, et parfois c'est écrit laïque, mais en réalité, il y a certaines choses que nous ne regardons pas. De 8h à 12h30, de 14h à 17h30, ça c'est une bonne chose. Maintenant, sur la question des musulmans, nous savons très bien que les 5 prières que nous accomplissons dans la journée, il y a 6h30, et disons 6h, il y a 14h, il y a 16h. C'est vrai, entre-temps, nous prions à 4 ou à 5 ou à 10 pour pouvoir faire les prières de 16h au niveau de nos services.
Mais parfois, d'autres accumulent pour venir à la maison pour le faire, ce qui n'est pas bon par rapport à la croyance. Maintenant, au niveau de 14 heures, est-ce qu'il faut prier d'abord avant d'aller au service? C'est un peu impossible. Maintenant, et ça veut dire que nous, au niveau de nos services, nous avons fait 2 prières au niveau de nos services. Je crois qu'il faut être courageux pour le faire. Donc, il faudrait que c'est très bien par rapport aux oreilles de celui que je dis. Mais j'avais pensé que quand les gens parlaient du moins du décalage, j'avais pensé qu'on allait peut-être copier, même si ce n'est pas à 100%, les trucs là, comment les pays anglophones, en travaillant ou en allant au service de la matinée et la soirée, du fait que le climat aujourd'hui, nous savons très bien comment le climat du Nord. À l'image de certains pays qui finissent à 14h30. À 14h30, voilà. Là, ça permettra aux enfants d'avoir autre métier à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez au niveau des pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, tout ça, là, vous avez constaté que c'est ce que les gens font. Maintenant, est-ce que j'avais pensé que c'était l'objectif? Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas ça. Maintenant, ce décalage, je ne vois pas l'importance de ce décalage-là. Excusez-moi beaucoup de mariations de ce matin. C'est parce qu'on ne peut pas, tout ne peut pas être beau, il ne faut pas tout peinturer en vrai partout. Donc, il faudrait quand même que nous puissions avoir le courage de dire, ça là, je crois qu'il faudrait quand même que, c'est vrai, ça ne peut pas être changé, mais il faudrait quand même que les gens puissent voir qu'en réalité, ils ont touché quelque part qui n'est pas bon à toucher, parce que nous accumulons nos heures de prière, nous les musulmans, même si on parle d'un pays laïque qui n'est pas respecté, il faudrait quand même que les gens pensent un peu à ces musulmans qui sont des musulmans fervents, qui ne veulent pas accumuler les heures de prière. Merci beaucoup. Merci à vous donc, M. Garba Alassane, depuis Kandi. Très bonne journée, nous souhaitons de passer. Nous revenons donc sur l'avis de notre ami Sinasso. Je pense aussi personnellement, aujourd'hui, tout travailleur béninois rentrera tôt à domicile pour voir sa famille. Cela pourrait toutefois permettre aux travailleurs béninois d'entreprendre peut-être d'autres activités de petits revenus qui leur permettra également de combler le vide. Alors, si éventuellement cette masse horaire permettait de respecter, disons, les 3 autres d'enseignement, ce serait un grand atout qui pourra également permettre à certains élèves et étudiants d'apprendre d'autres métiers comme à l'image du Nigeria ou du Ghana. Bonne journée, il nous dit. Au bout du fil, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Aziz Togoubia. Oui. Monsieur Aziz, nous vous écoutons. Je veux compléter. Allez-y. Bon, l'État a prévu le changement de ces horaires. Est-ce que l'État a fait le sondage au niveau du pays? Parce que quand vous voyez aujourd'hui, monsieur le journaliste, dans certaines administrations, dans d'autres pays que l'État peut copier, ils ont des cantines au sein de ces services. Mais ici, ce n'est pas le cas. En temps, je me rappelais, il y avait certains services, quand tu vas, un usager, tu vas te restaurer en payant. Mais d'autres, mais aujourd'hui, est-ce que ça a été pris en compte? Hier, j'ai fait un constat. D'autres qui sont sortis à 12h30, ils sont allés à la maison, ils n'ont pas pu même manger et revenir à 14h encore. Or, ils ont des enfants qui vont chercher. Le soir aussi, ils ont des enfants qui vont chercher. Donc, ils quittent 5 km pour venir travailler. Mais tout ça, là, c'est des problèmes que nous allons rencontrer. Ça va encore empirer encore certaines choses. Et normalement, quand ils doivent le faire à temps, mais pas maintenant, à quelques mois d'échéance électorale. Maintenant, tout ça, ça va encore empirer certaines choses. Moi, je dis parce que c'est le terrain qui commande. Je suis un homme de terrain. Et vous, si vous sortez ici, faites le tour d'Ivoire dans les services administratifs, vous allez voir ce qui se passe. Donc, vous avez raison, il faudra qu'eux aussi, quand ils prennent des décisions, nous allons faire le Sénat du tout le Bénin, pas seulement Cotonou, à la vie. Bénin, c'est pas là, Bénin, c'est tout to me, c'est compatible, c'est calmement. Je pense qu'avant de prendre une décision, l'État ne se focalise pas seulement sur la ville de Cotonou. Bonne journée, nous vous souhaitons tout de même de passer. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà. 96 21 50 40 dans 3 minutes. Il sonnera 6h en temps universel, 7h au Bénin, à laquelle vous aurez l'édition première de vos informations. Une présentation de Doris Nathalie Oulabi. Nous allons prendre un dernier intervenant. Nous retournons à Kandi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Garba Alassane. Depuis Kandi. Quelques secondes, nous vous donnons. Allez-y. Oui, mais j'ai entendu, vous l'avez dit, ça permettra aux agents d'État d'entreprendre quelque chose. Bon, oui, c'est la vie en fait d'un internaute. Ok, d'accord. Mais sa proposition en fait rejoint un peu la vôtre par rapport à certains pays anglophones. Oui, mais je ne sais pas si c'est 17h30 là, parce qu'en 7 18h30, les 1 heure là qui permettra à quelqu'un d'aller courir et d'entreprendre quelque chose, les 1 heure étant là. Alors que de l'autre côté, nous avons perdu peut-être 1 heure, parce qu'au lieu de 15 heures, on est revenu à 14 heures. Et qui permettra, et les femmes qui sont au foyer, quels sont le truc là.
leur problème aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui sont au foyer, qui en temps venaient à 12h30, qui les permettraient de rapidement faire quelque chose pour le soir et mettre dans les glacières. Qui les permettrait aussi le soir de moi, c'est un peu difficile. Et je dis, c'est mal réfléchi un peu. Permettez-moi d'être clair comme ça, quoi. C'est votre droit absolu de penser ainsi. Monsieur Garba Alassane, pour terminer. C'est un peu mal réfléchi. Et il faudrait quand même que, si vraiment nous voulons copier, il faut copier et permettre aussi aux Béninois de savoir que vraiment l'État fait quelque chose pour nous. Je crois, c'est pas un peu, c'est pas, on dit si vous voulez tricher, il faut tricher pour que les deux puissent être le premier, celui que vous avez triché peut avoir fait, vous pouvez avoir 19 ou 18, mais vous trichez, vous avez un ou deux, je crois que c'est pas bien. Vous semblez ne pas être d'avis, monsieur Garba Alassane. Merci. Toutefois, hein, vous le savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Merci, bonne journée à vous. Et ce sera tout, donc, mesdames et messieurs, pour le compte de cette première rubrique de votre émission Nasuba Opinion qui se referme. Nous allons laisser place à Doris Nathalie Orolabi pour la présentation de l'édition première de nos informations. On se retrouve tout à l'heure. Le bulletin météo. Le journal. Le journal. Le journal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous du bulletin Sa Majesté Sinangorigi Peissourou, roi de paix on ne connaît plus. Il s'en est allé ce mardi 16 janvier 2021 après 16 ans en deux règnes. Un redéploiement des aspirants dans les lycées et collèges depuis lundi. Les chefs d'établissement public d'enseignement secondaire peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Il s'est éteint ce mardi 16 janvier 2021. Sa Majesté Sinangorigi Peissourou, roi de paix on ne connaît plus,
Cette mardi noir, les populations de cette commune de l'Atakora de l'Est, Korazaki, à l'état civil, Sa Majesté Sinangonriki Peisuru est décédé après 16 ans de règne. Le désormais roi défunt de Peonko est un instituteur à la retraite. Il a été intronisé 5e roi sur le trône des Sinangonriki en août 2004. Nous vous proposons un extrait du regretté roi. Sa Majesté Sinangonriki Peisuru s'adressait aux apprenants d'une école venue connaître les origines de Peonko. Les Blancs déformaient le nom, c'est Peonko. Et Peonko, c'est notre fétiche. Et c'est ce fétiche qui a donné son nom à Peonko. C'est la population qui est liée au roi. Il y a un collège électoral dans notre commune. Il y a un village qui s'appelle Gonri, dont le nom de Sinangonriki vient de ce village-là. Comment le premier roi, mon arrière-grand-père, était à Gonri. Il est candidat au trône de Tobré. Avant de partir, il a réuni sa population. Il dit arracher la paille de toit du show là. Ils ont arraché. Il dit replacer la même paille au même endroit. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Il dit bon, voilà c'est mon cas. Je vais à Tobré. Si je suis élu roi là-bas, je ne reviens plus. Si je ne suis pas élu, je ne reviendrai plus ici. Et c'est ce qui s'est passé. Il se dit, s'il est élu, les gens ne vont plus payer l'impôt. Les gens ne vont plus payer l'impôt. Donc c'est comme ça qu'on l'a trahi au niveau de condamn de subdivision, de Condé. Le blanc était là. Donc le blanc, pour lui, celui qui va interdire de payer les impôts, est-ce qu'il va le prendre? C'est ainsi que le jour de vote, il a demandé qui est celui qui a dit qu'il va interdire la perception des impôts. On l'a doigté. Vous voyez que c'est lui, donc, quand il va pouvoir être roi, il n'a pas été élu. Fâché, il est rentré dans la maison royale. Il y a les canaries, les choses là, le rituel là, il a arraché, il est sorti par nos portes, il est venu s'installer ici, à Peonko aussi. Et on l'a supplié de retourner les choses là. On appelle ça bouébou, les canaries, là, les objets sacrés. Il a refusé, il a enterré ça ici. Voilà. Et il n'est plus parti à Gonri, il n'est plus parti à Tobré. Il a amené le trône, il dit Sinangonriki est le roi de Gonri. Paix à l'âme de Sa Majesté a souligné que le roi défunt est le père de l'ancien ministre du Travail, Memouna Korazaki, à qui le RTB souhaite présenter ses vives condoléances. Des cas suspects de fièvre hémorragique à virus Lassa dans l'Atakora, l'alerte a été donnée ce mardi par le directeur départemental de la santé de cette région. C'est autour d'une interview accordée à l'agence Bénépresse. Au-delà de rassurer de l'activation du plan de riposte, Jacob Namboni appelle les communautés à une prise de conscience collective. On écoute au micro de Moutaou Idrissou de l'ABP. Depuis maintenant près de 6 ans, le département, au dernier trimestre de l'année, gère souvent une épidémie dite épidémie de Lassa. On sait que c'est une maladie jusqu'à présent importée des pays voisinants, comme surtout le Nigeria. Et justement, à chaque fin d'année, lorsqu'on constate qu'il y a une affluence terrible de cette population du Nigeria vers l'Atakora, il faut s'attendre nécessairement de quelques jours suivants des cas de Lassa. Et c'est ça que nous avons constaté depuis le dernier trimestre, donc des cas suspects que nous prélevons pour aller faire des analyses. Nous sommes vraiment à une phase de surveillance accrue pour essayer d'éviter que nous ayons 2 crises sanitaires meurtrières semblables dans le département. Sous la direction du préfet, nous avons un paquet d'activités que nous menons à l'endroit de la population pour éviter la propagation et surtout pour éviter les décès par cette maladie. Le virus de Lassa se transmet à l'homme par contact avec les aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments des rongeurs. Le premier principe, il suffit de maintenir l'hygiène de vie dans vos domiciles. Protéger nos aliments pour qu'il n'y ait pas contact entre nos aliments que nous allons consommer et ces rongeurs. Nous avons également la possibilité d'éviter cette maladie en ne mangeant pas les viandes mal cuites, surtout des rongeurs que nous avons l'habitude de préparer pendant cette période. Lorsque vous avez des frères qui reviennent d'un pays, surtout comme le Nigeria, c'est de s'assurer qu'ils ne viennent pas malades. Il faut le signaler à ce qu'on appelle les sentinelles qui sont là pour surveiller. On va vous assurer que votre frère n'a rien en lui prenant la température. À la différence de Covid, c'est que Lassa ne transmet que lorsque vous présentez les premiers signes. Et l'un des tout premiers signes, c'est la fièvre. Deuxième chose, on a des frères qui reviennent déjà malades. On ne dit pas également de les renvoyer, mais juste les signaler au centre de santé le plus proche pour comprendre les dispositions pour sa guérison.
La troisième chose qu'il faut également éviter, surtout ces parents clients, c'est les cadavres. Il ne faut pas manipuler le corps. Il faut appeler les agents pour ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé. Aujourd'hui, notre chance, lorsqu'on applique strictement les mesures Covid, on a 90% de chances d'éviter également la salle lorsqu'elle est là. Fini le casse-tête pour les chefs d'établissements publics d'enseignement secondaire. Depuis lundi, plusieurs classes sans professeurs sont pourvues. C'est la conséquence d'un 4e redéploiement des aspirants effectué par le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Roland Tchanka a sillonné quelques collèges de Parakou et voici son reportage. Plus de flânerie ni de clameur aux heures de cours pour les apprenants. Pour les directeurs d'école, c'est un grand soulagement. Françoise Yarou, proviseur du lycée Mathieu Bouquet. Ah, vraiment, je ne vais pas vous cacher que je suis très contente parce que toutes les heures ont été couvertes. Maintenant, tous mes enfants sont en train de travailler. Au CEG Hubert Maga, la boucle est presque bouclée. Gabin et Wedje, censeurs adjoints du collège. Il faut le reconnaître, au CEG Hubert Maga, donc depuis hier, avec la reprise des activités pédagogiques, le déficit en personnel enseignant a été comblé. Sur les 4, il y a 3 qui sont déjà venus prendre service. Donc on attend toujours un qui certainement viendra pour prendre son emploi du temps, qui est d'ailleurs déjà confectionné et qui l'attend. Le CEG Zongo n'a pas fait de demande pour le compte du 4e redéploiement. Le directeur Olympe Abouki s'en explique. Je dois avouer qu'au 3e redéploiement, nous avons reçu des enseignants déjà et ces enseignants-là, pour la plupart, ont répondu. Ça nous a permis déjà à ce niveau d'avoir en nombre ce que nous devons avoir donc pour nos classes. Le reste, c'est vrai, notre stratégie c'était d'aller donc à la rencontre de nos professeurs titulaires. Ailleurs, ça pose de problèmes pour prendre des heures supplémentaires, mais ici au Zongo, les professeurs en ont pris suffisamment. Selon les chefs d'établissement rencontrés, des mesures sont prises pour rattraper le temps perdu dans les classes qui ont souffert de l'absence de professeurs. La question de la fin du franc CFA et celle de l'avènement de l'éco, la nouvelle monnaie, était au cœur d'un point de presse à l'Assemblée nationale lundi. Une sortie médiatique qui fait suite à celle du directeur des services législatifs du Parlement sur le même sujet. Suivons un extrait des propos de Mathieu Aransou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Monsieur Ogan Ismaël Yves, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale, jouissant de sa liberté d'expression, a donné son avis personnel sur la question sur une chaîne de télévision, avis relayé par d'autres médias. Par le présent point de presse, l'Assemblée nationale tient à préciser avec force que le commentaire et l'avis donné par le susnommé sur le franc CFA et l'éco ne sont pas ceux de l'institution parlementaire et n'engage nullement celle-ci. La position de l'Assemblée nationale ainsi que celle des députés pris individuellement seront connues au terme des débats qui suivront la communication projetée par le gouvernement pour le mardi 5 janvier 2021. Bref, le président Patrice Talon entame la deuxième phase de sa tournée nationale de reddition de comptes. Après la première phase qu'il a conduite par voie de terre dans 60 des 77 communes, le chef de l'État dès jeudi reprendra son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des 17 communes restantes. Dans les prochains jours, il va échanger avec les populations des communes de Perere, Ndali, Karimomon, Segmonan, Gogounou, Sinandé, Peonko, Tukuntuna, Tangueta, Kopargo, Wake, Souava, Akro, Misrete, Semekmoudi, Agege, Adjon et Bonou. Et c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Là, on poursuit avec la page internationale. Plusieurs personnes ont été tuées dimanche 3 janvier dans le centre du Mali. L'armée française affirmant ce mardi avoir frappé des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlaient de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Depuis dimanche, les messages proliféraient sur les réseaux sociaux à propos des événements survenus dans le village de Bounti. Il a donc fallu que les autorités militaires françaises donnent plus de détails. L'état-major français admet que la force Barkhane a bien mené une opération dans la région de Douetza, non loin du village de Bounti, dimanche 3 janvier. Les ciblages sont des opérations parfaitement maîtrisées, rodées, aucune erreur n'est possible, martèlent les autorités. L'objectif était même identifié depuis plusieurs jours dans une zone caractérisée par la présence avérée de groupes terroristes, dit l'armée française, avant de préciser qu'aucun hélicoptère n'est intervenu lors de cette opération. Inoussa Husseini, cinéaste sociologue, ancien ministre et ambassadeur du Niger à l'UNESCO, est décédé ce mardi 5 janvier à Paris à l'âge de 72 ans. Pionnier du film documentaire en Afrique, il fut aussi l'un des membres fondateurs de la fondation Jean Rouck. Il avait été l'un des compagnons de route de Jean Rouck. C'est au ciné-club de Niamey qu'Inoussa Husseini, alors lycéen de 15 ans, avait rencontré le cinéaste ethnologue. Celui-ci le prend sous son aile. Arrivé en France en 1968, le jeune aspirant réalisateur passe son bac, puis s'inscrit à la faculté des lettres de Tours, tout en suivant les cours de son mentor à la Cinémathèque de Paris. Grâce à lui, il va rencontrer toute la fine fleur de l'ethnologie et de la sociologie française, notamment le chercheur Robert Jolet, qui lui conseille d'étudier les Européens en faisant de l'ethnologie sur les Français. C'est le deuxième haut fonctionnaire condamné à la peine de mort pour corruption en Chine. Lai Xiaomei, 59 ans, a été reconnu ce mardi 5 janvier 2011 coupable d'avoir obtenu 215 millions d'euros de pots de vin. L'ancien patron du conglomérat financier China Huarong était aussi accusé de bigamie. La sanction est à la hauteur de l'affront car le scandale Huarong Asset Management marque aussi la fragilité du système de contrôle des institutions financières en Chine. À la tête de l'un des plus grands gestionnaires de créances douteuses mis en place par le gouvernement, Lai Xiaomei était censé contribuer à l'assainissement du secteur bancaire. Or, l'ancien grand patron n'a pas montré l'exemple, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans son jugement, le tribunal populaire intermédiaire numéro 2 de Tianjin décrit un homme qui n'a aucun respect pour la loi et extrêmement avide. Aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat doivent se réunir ce mercredi 6 janvier 2021 pour certifier les résultats de l'élection présidentielle de novembre. Donald Trump refuse toujours sa défaite, mais les dirigeants d'entreprises parmi les plus grandes du pays plaident pour un transfert du pouvoir en bonne et due forme. Il est temps pour le pays d'avancer, estiment les patrons de plus de 170 entreprises américaines. Parmi les signataires, celui du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, ou de la banque Goldman Sachs, David Solomon. Il demande aussi aux élus du Congrès de reconnaître l'élection de Joe Biden. À leur côté, notamment les responsables de Deutsche Bank USA, de Mastercard, de l'agence de notation Moody's, du cabinet AI, mais aussi les dirigeants de la célèbre fédération de basket, la NBA. Et ce sera tout pour la page internationale de ce journal.
Merci donc à Doris Nathalie Olabi pour l'édition de Journal Parlé. Mesdames et messieurs, la page des sports, quelques brèves, c'est tout de suite. Les sports. Résultat donc du tournoi UFOA B de moins de 17 ans, les bébés écureuils ont été sérieusement douchés 5-1 par les étalons cadets du Burkina Faso. Les poulains de Hubin ont mal entamé le tournoi qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, sur une note salée, le but de l'honneur a été marqué sur coup franc par Aminou Worou du Saint-Louis Academy. Un peu plus tôt, le Togo, le pays hôte, s'est imposé dans les dernières secondes face au Niger de 1 au stade Kégué. Préliminaire de la Coupe de la Confédération, Esaü FC joue en match retour du deuxième tour préliminaire. Sa dernière carte en Coupe de la Confédération cet après-midi de 14h au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau face au Tirade Athlétique Sport de Casablanca. Pour rappel, le représentant béninois s'est fait atomiser 4-0 il y a 2 semaines au stade Mohamed V par le club marocain qui est actuellement le dernier de la deuxième division du championnat du Maroc. Et puis, Ligue africaine des champions de football, après le Zamalek qualifié sur tapis vert, l'autre représentant égyptien Al-Ali s'est également qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine ce mardi en ballottage favorable après leur victoire 1-0 au Niger. À l'aller, les tenants du titre n'ont fait qu'une bouchée de l'AS Sonidep rapidement réduit à 10 et balayé 4-0 à l'occasion des 16e de finale retour. Pas de souci non plus pour Mamelodi Sundowns qui a de nouveau battu les Botswanais de Jwaneng Galaxy 3-1 et facilement validé son billet, pas forcément serein après son match nul 0-0 concédé à domicile à l'aller. L'autre représentant sud-africain Kaizer Chiefs s'est lui aussi qualifié en ramenant un joli succès d'Angola 1-0 face à Primeiro de Agosto. Merci à vous donc, mesdames et messieurs. La suite de cette émission prévoit bien sûr la revue des titres des journaux parus ce jour, mais nous allons souffler en musique, on revient juste après. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Eh, Baba loua Oché. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit. Au matin, midi, soir, je vois sa grâce. Les barrières sur mon chemin, il casse. Et je sens sa main dans toutes mes affaires.
Almighty God, tu m'enjailles. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Papa Ahmed Silla. Oh, alléluia, Roland le Bengiste. Oh, Dieu, je te remercie. Je veux danser. David Boucheni, Soupra Tony la main fantôme. Je veux louer. Bricola Corbeille, gouverneur Benzema de Paris. Baba Loua Rocher, Mariam Koulibaly, Koni Touré, Docteur Nico, ici le chevalier de la nation. Votre Mathieu Vignon, Colonel Bio, Uche, Albert Trackman, c'est le Mr. BBP, Hassan le Bacchus, tout le monde en position. Je veux danser. Benanas, monsieur le ministre. Général Ouattao, Didier Drogba, Erico Seri, voilà ça. Tu n'as pas dit que tu veux danser? Ricky Cacharel. Allez, c'est le chevalier de Dieu. Lolita la baronne. Eric Baye. Si t'es content, faut crier. Oh. 7h26, la matinale se poursuit et le dossier grand format de ce mercredi à du desk santé et environnement de la rédaction de votre journal parlé. Il porte la signature de Aziz Alagbé. Il s'intéresse à la fièvre hémorragique à virus Lassa, un virus devenu, pourrait-on dire, cyclique au Bénin. Résurgence du Lassa, la prévention avant tout. On en parle avec Aziz Alagbé. Alors l'alerte vient d'être donnée pour la énième année consécutive. La fièvre hémorragique à virus Lassa est devenue cyclique au Bénin. Conscients du danger de ce mal, les autorités sanitaires entendent cerner la fièvre meurtrière si les analyses s'avèrent justes. Et dans ce élan de prévention, le desk santé du service de l'information se donne le rôle de rappeler la dangerosité de cette fièvre. Résurgence du Lassa, la prévention avant tout, une signature de Aziz Alagbé. Suivez, s'il vous plaît. Encore une nouvelle alerte, presque à la même période de l'année. La fièvre hémorragique à virus Lassa réveille les soupçons des autorités sanitaires. Jacob Namboni, ce 5 janvier 2021, interpelle. Il est le directeur départemental de la santé de l'Atakora. Depuis maintenant près de 6 ans, le département, au dernier trimestre de l'année, gère souvent une épidémie dite épidémie de Lassa. On sait que c'est une maladie jusqu'à présent importée des pays voisinants. Et justement, à chaque fin d'année, lorsqu'on constate qu'il y a une affluence terrible de cette population du Nigeria vers l'Atakora, il faut s'attendre nécessairement de quelques jours suivants des cas de Lassa. Et c'est ça que nous avons enregistré depuis le dernier trimestre, donc des cas suspects que nous prélevons pour aller faire des analyses. Le mal plane encore sur le département et sur le pays en général, du fait donc de la mobilité des personnes. Le dispositif sanitaire de riposte jusque-là n'a totalement pas baissé la garde, au dire du premier responsable de la santé dans ce département. Nous sommes vraiment à une phase de surveillance accrue pour essayer d'éviter que nous ayons 2 crises sanitaires meurtrières semblables dans le département. Sous la direction du préfet, nous avons un paquet d'activités que nous menons à l'endroit de la population pour éviter la propagation et surtout pour éviter les décès par cette maladie. Mais qu'est-ce qu'en réalité cette maladie? Le Lassa ou encore fièvre hémorragique à virus Lassa. Docteur Komlan Albert Dovonou, médecin généraliste. Quand on dit Lassa, ça fait partie des maladies hémorragiques virales. Ça signifie quoi? C'est un virus, mais c'est le lieu de découverte qui est Lassa. C'est un village du nord du Nigeria. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs épidémies déjà qui se sont déclenchées chaque année presque au Nigeria, en Sierra Leone, au Libéria et autres. 2 modes de transmission sont identifiés dans la plupart des cas, précise le médecin généraliste. Pour le virus Lassa, c'est surtout les rats qui sont l'hôte naturel de ce virus. Donc l'homme s'infecte par manipulation de cet animal
en tuant, en manipulant tout le liquide biologique qui est sorti de ce gibier. Et l'homme aussi peut s'infecter par contact direct avec celui qui a déjà contracté le virus et qui est malade. Les manifestations ou symptômes du mal, quant à eux, sont perceptibles en phase évoluée. Au début, ça commence par la fièvre, c'est-à-dire la température corporelle qui monte au-delà de 38 degrés. Il s'ensuit maintenant des céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. L'individu va se dire asthénique, fatigué. Puis, progressivement, l'individu peut se mettre à vomir. Il va commencer par faire la diarrhée. Il y aura du sang dans les selles. On va trouver un gros foie parce que le virus va s'attaquer au foie pour détruire le foie. Il va commencer par saigner de partout. Il peut saigner de la gencive. Les yeux peuvent saigner. La muqueuse va saigner. Même sa peau devient plus fragile. En dehors de ça, si c'est le virus Lassa, l'individu va avoir un visage gonflé et le cou qui est gonflé. Pour se prémunir contre, certains réflexes sont sollicités des spécialistes de la santé. Jacob Namboni, à propos des gestes utiles. Le premier principe, il suffit de maintenir l'hygiène de vie dans vos domiciles. Protéger nos aliments pour qu'il n'y ait pas contact entre nos aliments que nous allons consommer et ces rongeurs. Nous avons également la possibilité d'éviter cette maladie en ne mangeant pas les viandes mal cuites, surtout des rongeurs que nous avons l'habitude de préparer pendant cette période. Aussi, faudra-t-il collaborer avec le personnel de santé. Lorsque vous avez des frères qui reviennent d'un pays, surtout comme le Nigeria, c'est de s'assurer qu'ils ne viennent pas malades. Il faut le signaler à ce qu'on appelle les sentinelles qui sont là pour surveiller. On va vous assurer que votre frère n'a rien en lui prenant la température. À la différence de Covid, c'est que Lassa ne transmet que lorsque vous présentez les premiers signes. Et l'un des tout premiers signes, c'est la fièvre. Deuxième chose, on a des frères qui reviennent déjà malades. On ne dit pas également de les renvoyer, mais juste les signaler au centre de santé le plus proche. La troisième chose qu'il faut également éviter, surtout chez parents clients, c'est les cadavres. Il ne faut pas manipuler le corps. Il faut appeler les agents pour ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé. Il est à noter que les gestes barrières contre la COVID-19 viennent renforcer la prévention contre le Lassa. Aujourd'hui, notre chance, lorsqu'on applique strictement les mesures Covid, on a 90% de chances d'éviter également Lassa lorsqu'elle est là. Autorités politiques et administratives devront donc très tôt se lancer dans la sensibilisation comme les autres années de riposte. Le Lassa, comme toute autre maladie virale, ne répond qu'au traitement symptomatique. Efficace si et seulement si le mal est détecté à temps, c'est-à-dire très tôt. Merci à vous donc, Aziz Alagwe, la fièvre hémorragique à virus Lassa, on en parle et c'est dans Ça se discute. Ça se discute, c'est avec vous donc, Aziz Alagwe, journaliste à Radio Parakou. Vous êtes également du desk Santé Environnement, signataire de ce grand format. Bonjour. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Je le disais donc, ça se discute, c'est avec vous, Aziz Alagwe, bonjour. Je rappelle que vous êtes signataire de ce grand format, en ligne également depuis la cité de l'Or-Blanc, Bio Sounon, journaliste et directeur de la radio locale de Banikwara, bonjour. Voilà quelques soucis, donc vous restez toujours en ligne, hein. Je vous aurai dans un instant. Je rappelle que nous parlons ça se discute d'un premier sujet relatif à la fièvre hémorragique à virus Lassa. Vous êtes toujours en ligne, bonjour. Voilà, je ne vous reçois pas, vous n'êtes pas encore en direct. On va revenir dans un instant, restez toujours en ligne.
Je rappelle à tous nos auditeurs que ce matin, dans Ça se discute, nous aurons 2 sujets. Le premier relatif, bien évidemment, à cette fièvre hémorragique à virus Lassa. Nous aurons également le second sujet qui sera relatif à la récente réforme du gouvernement sur le changement des horaires de travail dans l'administration publique. Désormais, vous le savez, il en sera ainsi pour compter du 1er janvier passé. Les fonctionnaires de l'administration publique devront être au service en matinée de 8h à 17h30 avec bien évidemment 2 heures de pause entre 12h30 et 14h30 minutes. Nous sommes revenus donc sur le sujet. Hier, on n'a pas pu discuter avec nos auditeurs dans Opinion. Ce matin, nous revenons donc. On va voir s'ils sont en ligne. Bonjour. Voilà, vous me recevez. On va faire avec. Alors, Aziz Alagbé. On pourrait dire que, d'abord, on va rappeler à ceux-là qui n'ont pas écouté le grand format que vous avez signé, on va leur rappeler un peu les mobiles, sinon les causes de ce virus, on va dire. Ah oui, les mobiles, et si vous permettez bien avant, c'est surtout cette alerte du directeur départemental de la santé de la Takora qui a attiré notre attention en tant que desk santé. Nous avions dit à Lola, si l'alerte est donnée, si l'alerte est lancée, je l'ai dit, il faudrait que nous participions à cette communication, ce que nous avons fait. Les mobiles, les causes, j'allais dire, ils l'ont souligné largement dans le grand format. Il faut retenir que ce sont des rongeurs qui sont les premiers porteurs de ce virus-là, le virus de la fièvre hémorragique à virus Lassa qu'on connaît, qui n'est plus étranger aux Béninois, et à de ces animaux-là, de ces rongeurs, que l'homme contracte le virus, et tout juste après, il peut avoir contamination entre personnes. C'est ce qu'on peut dire, c'est les deux types de contamination, de transmission de ce virus, soit de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme. Un homme malade, bien sûr. Alors, Biowagosuno, les autorités sanitaires et même les populations ont-elles semblé ignorer le mal? Mais on ne saurait le dire, ignorer le mal, parce que si tel est le cas, la structure sanitaire, à travers sa représentation départementale de la Takora, ne saurait alerter pour que des dispositions adéquates soient prises. Ça veut dire que quelque part, il y a une veille, mais peut-être que nous avons quelque peu pensé que le mal s'est éteint, et les signes qui apparaissent prouvent qu'il y a eu des comportements à risque à un niveau donné qui ont dû nous faire observer la résurgence de ce mal-là, qui, ma foi, avait bien secoué notre pays, avec la détermination des structures sanitaires, de la sensibilisation, on était arrivé à bout. Mais bon, avec cette alerte-là, ça prouve que nous devons revenir sur nos pas. Oui, oui. Aziz Alagbé. Oui, Gildas Saïgaté, ici, comme nous avons parlé d'alerte, il faut retenir que lorsqu'on dit c'est une alerte, ce n'est pas encore ça, c'est des cas de soupçon, mais toutefois il faudrait s'y apprêter pour ou contre, pour aller contre. Le Bénin octroie de la main-d'œuvre aux pays voisins, notamment le Togo et le Nigeria, le Grand Nigeria, où une grande partie de la communauté béninoise y vit. Alors, à la fin de la saison agricole, il y a ces parents-là qui entrent. Il y a cette flopée d'exodés qui entrent, qui reviennent au pays. En revenant, on sait qu'au Nigeria, le Lassa existait avant qu'il ne fasse sa première apparition au Bénin. Donc là-bas, c'est une maladie courante. Alors, il y a certains de nos frères qui contractent ce mal, mais faute de suivi sanitaire, ils pénètrent facilement, vu la porosité des frontières, il faut le dire, ils pénètrent facilement dans le pays, et vous allez constater que ce n'est pas pour faire de la discrimination, vous allez constater que les premiers cas de Lassa détectés, c'est souvent soit
des gens qui sont fraîchement revenus du Nigeria ou soit des gens qui ont des parents là-bas qui sont revenus. Vous voyez, il y a des cas de décès même qui ne sont pas signalés parce que il n'y a pas eu une autopsie, il n'y a pas eu, comment dit-on, un regard sanitaire sur les décès et on manipule le corps et là, boum, la maladie, sinon le virus se propage et lentement prend un grand rayon, ce qui donne du fil à retordre à nos autorités, surtout quand on sait qu'il y a la COVID-19 qui est en train de sévir. Si éventuellement le Lassa vient s'y augmenter, ce serait vraiment un lourd boulot, ce serait du pain sous la planche pour tout le pays et pour surtout le système sanitaire qui n'est pas des plus forts pour le moment. Je disais tantôt, Aziz Alaoui, qu'on a semblé peut-être ignorer ou négliger le mal quand on sait que ce sont les rongeurs, les viandes mal cuites, etc. Est-ce que quelque part la sensibilisation n'a pas fait défaut? Parce qu'on devrait continuer par sensibiliser. Puisque les derniers cas étaient déjà guéris et l'alerte a été levée. Justement, Aziz Alaoui, est-ce qu'il fallait donc dormir sur ses lauriers et se dire, bon voilà, il n'y a plus de cas de Lassa au Bénin? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir quand même... Dormir sur ses lauriers, je dirais pas du tout, parce que si vous avez... On n'en a plus parlé, ça fait un moment, Aziz Alaoui. Oui, bien sûr, mais le système sanitaire, les responsables, les autorités sanitaires, eux, n'ont pas baissé la garde. C'est nous, c'est nous, citoyens des autres secteurs qui pensions que c'est fini. Non, il y a de ces références-là, il y a de ces renseignements qui sont au jour le jour inscrits au niveau des registres sanitaires et qui prouvent que c'est suivi. Et il faudrait que si un cas est détecté, qu'on puisse le savoir. Et c'est ce qui est arrivé. Jacob Namboni, le directeur départemental de la santé de l'Atakora, l'a dit, au dernier trimestre, on a eu des cas suspects et c'est ces cas suspects-là que nous sommes en train de suivre, raison pour laquelle on alerte. Vous voyez? Donc le système sanitaire qui a le premier rôle de surveillance de ce genre de maladie, de ce type de maladie qui pourrait conduire à une épidémie, n'a pas baissé la garde, mais c'est nous de l'extérieur qui pensions que la garde a été baissée. Il y a lieu donc de renforcer la sensibilisation. Bien sûr. Oui, une sensibilisation, Gildas, je dirais, quand tu as cette source que Aziz était en train d'indiquer de nos parents qui vont en exode du côté du Nigeria, vu que le mal avait déjà fait son apparition de l'autre côté du Nigeria avant notre pays, le Bénin, il faut peut-être voir beaucoup plus dans ce lot-là, parce que quand on cible les rongeurs comme les principaux vecteurs de propagation de ce mal-là, c'est que n'oublions pas que nos parents, quand on parle du Nigeria, il s'agit essentiellement de nos parents ici du Nord Bénin qui font cet exode-là pour aller dans les plantations au Nigeria pour aller servir de main-d'œuvre agricole. Donc, c'est dire que ces personnes vivent dans le milieu rural. Et leur consommation serait sans doute avec de la viande de brousse et avec les rongeurs en plus. Donc, c'est une piste qui est vraiment à prendre très au sérieux. Et vous voyez... Et bien, Wagousouno, je ne vous arrête pas. Bien, Wagousouno, je ne vous arrête pas, mais c'est la période. On sent qu'ils rentrent au pays en ce moment. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, depuis cette apparition du virus hémorragique, de la maladie hémorragique à virus Lassa, vous verrez bien, si moi, mes souvenirs sont bons, vous verrez que c'est la zone de l'Atakora Donga et un peu Tchaourou qui sont les zones rouges. Et vous verrez bien que les statistiques indiquent que nos parents de cette zone-là actuellement sont en train de rentrer beaucoup parce que c'est dans ces zones-là que les jeunes quittent beaucoup plus leur milieu pour aller en exode et notamment au Nigeria dans les plantations. Donc, il faut qu'on en tienne vraiment compte pour que nous puissions faciliter la tâche aux autorités sanitaires parce que vous savez, avec cette maladie hémorragique à virus Lassa, c'est comme c'est comme ce qui sévit actuellement. Il faut bien qu'on tienne compte de la chaîne de contact.
Et déjà, lorsque nous respectons les mesures barrières, l'autre médecin l'a dit, on peut déjà être sûr que le mal, disons, ne sera pas contracté. Bien sûr, parce que ici, quelqu'un allait dire que c'est Dieu qui sait faire ces choses. La COVID-19 s'est installée, on nous a imposé les mesures barrières qui apparemment sont en train de marcher, les gestes barrières qui prennent effet effectivement. Le simple lavage des mains à l'eau et au savon déjà nous permet d'éviter ce mal-là, d'éviter la COVID-19 et d'éviter en même temps la transmission du virus Lassa. Puisque si vous êtes entré en contact avec quelqu'un qui en souffre et que vous lui avez par exemple serré la main, ou bien vous êtes à côté de lui et cet individu, cette personne souffrante ou bien qui a contracté le virus a porté son cache-nez, vous voyez déjà que il y a les mesures de la COVID-19 accompagnent déjà la lutte contre la propagation du virus Lassa. Et là, déjà, nous allons dire que il faudrait donc renforcer les gestes barrières. Et rappeler également que le premier signe, l'un des signes, le tout premier d'ailleurs, c'est la fièvre. Et il faut donc isoler déjà tout individu qui a une forte fièvre et donc aller dans un centre de... Oui, on a cette chance-là, Gildas Sarigaté. Au moins dans toutes les localités, il y a un centre de santé à une distance relativement proche ou longue ou grande, j'allais dire. Donc, déjà que vous sentez la fièvre ou vous avez un parent qui sent la fièvre, mais n'ayez pas honte de dire, toi tu reviens du Nigeria ou soit tu étais en contact avec nos proches parents du Nigeria, alors allons-y au centre de santé, nous allons voir ce que tu as. Mais il ne faudrait pas faire de l'automédication quand on sait qu'au niveau de nos villages, au niveau de nos hameaux, c'est qu'il y a toujours un distributeur de produits sanitaires, je ne veux pas dire de produits pharmaceutiques, qui fait de l'autoprescription alors qu'il n'est pas indiqué pour. Et là, donc, il faudrait solliciter nos parents, aller vers les centres de santé. La simple prise de température va nous orienter déjà. Parce que lorsque la température dépasse, il y a les 37 qui sont normales. Déjà à 38 degrés, il y a inquiétude et l'agent de santé est bien formé pour savoir comment mener le diagnostic. Et aussi, Bio Agoussounon, c'est un peu la période de chasse, il faut également sensibiliser à ce qu'on ne ramène pas les rongeurs à la maison. Oui, la période de chasse qui pointe parce que nous sommes dans la saison sèche, parce que avec les rongeurs c'est très difficile parce qu'il y a la migration qui est aussi facile avec les charognards et les chauves-souris qui peuvent quitter des centaines de kilomètres en une seule nuit. Donc il va falloir que nous fassions attention et qu'on se remémore cette notion que les structures sanitaires avaient déjà véhiculée quand il fallait lutter contre cette maladie hémorragique à virus Lassa. Je crois il va de même avec le corona actuellement, c'est que les mesures barrières contre le corona pourraient nous permettre essentiellement déjà d'éviter cette maladie-là en lavant régulièrement les mains, la distanciation et en prenant soin de tout ce que nous consommons comme alimentation. Oui. Mais merci. La protection aussi des aliments et de restes d'aliments. Nous savons que nous sommes en Afrique, il y a rarement des cuisines qui n'abritent pas ces souris-là, ces rongeurs-là. Et nous ne saurions faire la différence pour prêter cette expression du préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, qui, lors d'une sensibilisation en 2019, disait à Tchaourou, un rat, c'est un rat, et on ne saurait distinguer le rat qui porte le virus et de celui qui ne le porte pas. Donc, il faudrait pas de celui du Bénin. on ne saurait faire la distinction. Donc là, il faudrait que nos parents, nos mamans sachent couvrir les aliments, les restes d'aliments, les farines. Parce qu'il n'est pas rare de se lever un matin, de voir des pistes ou des chiottes, des fientes de souris sur la farine. Voilà. C'est déjà un point de contamination. Il faudrait qu'on attire l'attention de nos parents à ce propos. Merci donc à vous, Résurgence du Lassa. La prévention avant tout, c'était avec vous. Merci. Nous allons aborder, c'est vrai que le sujet est intéressant, on y reviendra certainement. Vous nous promettez, Aziza Labé.
Bien sûr que oui, le desk santé du service de l'information de Radio Paraco s'en occupe. Voilà. Un second sujet pour terminer, il est relatif à la récente réforme du gouvernement sur le changement des horaires de travail dans l'administration publique désormais. Il en sera ainsi pour compter donc du 1er janvier passé. Les fonctionnaires de l'administration publique devront être au service en matinée de 8h à 17h30 avec bien évidemment 2 heures de pause entre 12h30 et 14h30. C'est vrai qu'hier nous avions fait le débat par ici, mais sans l'opinion au préalable des fidèles auditeurs. Alors, Bio Agousounom, c'est une décision noble, pourrait-on dire, avec ses avantages notamment, mais certains semblent ne pas être satisfaits, certains auditeurs, bien évidemment. Je ne suis pas dans le secret des décisions du gouvernement, mais en tant que citoyen, il suffit d'un peu d'attention pour comprendre un certain nombre de choses. Depuis que la mesure est rentrée en vigueur, il y a des commentaires, des réactions, mais qui ne tiennent pas compte, selon moi, d'un certain nombre de facteurs. Alors, c'est très simple. Hein. Je me rappelle au début du mandat de ce gouvernement-là, il y a eu des chiffres que les gens ont publiés par rapport au gaspillage qui se fait dans les administrations du point de vue de la consommation en électricité et de la consommation en eau. Savez-vous que cette perte-là est observée, va à son pic entre 12h30 et 15h, parce que vous voyez, quand on décrète la pause entre 12h30 et 15h dans les grosses villes, comme Cotonou, un peu Parakou, où les gens n'arrivent pas à quitter le bureau pour aller à la pause jusque chez eux et revenir, c'est que les gens s'enferment dans les bureaux et la consommation en énergie monte. Ne me demandez pas pourquoi. Quand c'est en période de chaleur, les gens s'enferment et on allume tout. Donc, vous voyez, en réduisant cette pause, parce que le réaménagement, c'est que la pause de la mi-journée a été réduite pour commencer le travail à 14h et qu'on rentre tôt. Vous verrez systématiquement, quand le gouvernement va tenir ces statistiques à la fin, c'est qu'il y aura forcément cet impact-là au-delà de ce que nous sommes en train d'apprécier. Bon, c'est trop court, on n'arrive pas à se reposer. Non, repos, je crois que ce système est expérimenté par d'autres pays. Vous allez dans les systèmes des Nations Unies, des structures qui sont les projets, programmes. La pause ne dépasse pas ce qui est décrété là actuellement. Commencer à 14h et finir très tôt le soir pour rentrer. Alors, Aziz Alagbe, il y a certains auditeurs qui ont trouvé qu'il devrait y avoir donc des préalables. Il y a ceux-là qui restent dans l'après-midi, qui ne peuvent pas aller parce que c'est trop court et qui ne peuvent pas prendre par exemple le toilette, qui ne peuvent pas se mettre à l'aise, si vous le voulez, entre griffes. Il y a que certains services n'ont pas de cantine, etc. Que répondez-vous à ceux-là? Oui, il faudrait dire que ces intéressés, sinon ces fonctionnaires de l'État, déjà comprennent là que le gouvernement veut se rattraper sur une certaine consommation que vient de démontrer Bio Agousounom, mais il faut dire que en quelque sorte, c'est une décision qui est stratégiquement très très bonne pour le gouvernement. Autrement, ce gouvernement n'aurait pas pris cette décision, mais il y a des revers. Il faudrait qu'on reconnaisse qu'il y a des revers et aussi, c'est la première semaine d'application, ce serait le premier mois en janvier d'application et comme vous le savez, toute réforme n'est pas facilement assimilable par ceux qui doivent exécuter. Donc là, il faudra dire que ces intéressés, ces fonctionnaires ont quelque peu raison parce que ceci impacte le quotidien de ceux-ci. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous faisons une très bonne analyse, cette programmation horaire ne rime pas avec le système éducatif, alors que chaque parent est conscient, chaque parent est soucieux de l'éducation de son enfant. Comment doit-il aller à l'école? Comment doit-il revenir? Est-ce que vous voyez, même si le choix arrange et le gouvernement et les fonctionnaires, la période de pause, la période d'avant-reprise n'est pas, semble-t-il, favorable. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, ce n'est pas tous les secteurs qui seront impactés par cette mesure-là. Il y a des secteurs qui, par exemple le nôtre, où
c'est 24 heures sur 24, au besoin, j'allais dire. Donc, c'est déjà connu de tous, mais il y a la grande masse, la grande majorité, j'allais dire, qui est en train de souffrir déjà de cette période de l'interpose d'avant-reprise. Ça, et surtout à cause de l'école béninoise qui, elle reprend à 15 heures. Il y a de ces parents-là qui doivent reposer, ramener les enfants à l'école, préparer pour que les enfants mangent à midi. Et voilà. ce n'est plus possible. Oui, nous ne disposons plus de ce temps. Oui, c'est vrai que je voudrais faire observer que l'habitude, quand on veut la bousculer, est très mal perçue. En fait, ce que le problème qu'Aziz pose est un problème particulier à nous autres qui sommes dans les villes, les petites villes, j'allais dire, par rapport aux grosses agglomérations. Les gens n'étaient plus habitués, par exemple, à Cotonou, Calavi, à rentrer à la pause chez eux. Mais vu la distance. Oui, c'est nous qui sommes dans les villes où les services sont proches des maisons. Nous sommes la majorité, oui, nous sommes la majorité. Justement, mais est-ce que vous savez que quand c'est possible, la majorité c'est en étendue, faites les effectifs, vous verrez. À Cotonou, à Calavi et autres, les grosses villes où les gens ne rentrent pas en mi-journée. Et ce système, ce n'est pas au Bénin seul. Donc, c'est parce que nous étions habitués à quitter le service, aller d'abord à la maison, chercher. Donc, nous sommes nostalgiques de la maison en mi-journée. Et ça pourrait nous passer donc avec le temps. Alors, Biawagoussounon, j'ai tout de même une préoccupation. Oui, Aziz Alagbe, j'ai une préoccupation. Aziz Alagbe. Alors, Biawagoussounon, c'est vrai que nous parlons de l'administration, mais certains concitoyens auraient souhaité que cette décision gouvernementale prenne en compte les 3 ordres d'enseignement. Est-ce possible? Les 3 ordres d'enseignement, vous savez, avec les élèves, là-bas, c'est un monde d'apprentissage. C'est un monde où on enseigne. En fait, vous voyez le programme des scolaires, les congés, les vacances, c'est beaucoup plus que dans l'administration publique où on n'a qu'un mois de congé dans l'année. Ça se fait pas parce qu'on veut seulement faire plaisir aux enseignants, qui sont aussi des fonctionnaires, mais c'est parce qu'il y a un rythme qu'il faut observer par rapport à l'assimilation chez l'enfant ou chez l'apprenant. Donc, si c'est resté comme tel, on n'a pas touché par rapport aux besoins de pause et les séquenciations, c'est par rapport à des études préalables que les gens, les avertis, les psychologues et autres ont pu faire pour que l'enfant puisse bien simuler. Donc, moi, je crois que ce n'est pas un problème. Mais il faut voir l'autre côté. Quand on dit ça, est-ce que vous, Sarigaté et autres journalistes, est-ce que cette mesure vous concerne? En vérité, non. Non, mais de l'autre côté, parce que vous travaillez même à la pause là. Oui, bien sûr. Voilà. C'est les heures de pointe, ça, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. De toute façon, comme je le disais, on ne fait pas... mais de toute façon également, Gilles Sarigaté, je voudrais faire reconnaître à mon vis-à-vis, à Biawagoussounon, qu'il y a un déphasage entre cette programmation et le système éducatif qui est aussi important parce que là aussi, c'est des Béninois qui s'y trouvent et si on y prend garde, ceci risque de causer un déséquilibre social. Je dis bien un déséquilibre social qui va conduire bientôt à un déséquilibre économique. Parce qu'il faut un budget pour rester au service. Et aucun des Béninois concernés n'est pas encore en mesure de dire que le budget identifié, le budget... On va permettre à Biawagoussounon en 1 minute, puisque nous allons refermer l'émission. Je vous dis que ce que vous dites n'est pas fondé. Mais vous parlez comme si ceux qui travaillent à Cotonou, à Ouida, à Boyko et Calavi et Port-Novo ne sont pas des Béninois. Mais l'influence économique n'est pas la même qu'au niveau de ces petites villes que vous avez citées. Vous verrez, Aziz, vous verrez d'ici peu, lorsque les bonnes dames sauront que tous les travailleurs de l'ORTB ne rentrent plus à midi parce qu'il n'y a plus un grand temps
ils viendront autour de l'ONTB Parakou et l'université pour créer des petits commerces. Merci à vous donc, Bio Wagosono. Merci, directeur donc de la radio locale de Bani-Para. Merci également à vous, Aziz Alagbe, du desk Santé et Environnement, de la rédaction de Radio Parakou. Très bonne journée, nous vous souhaitons. Prenez soin de vous surtout. Merci également à Herman Agbotono pour la mise en ligne de cette émission. Merci à Sylvain Ayaïvo. On se dit à demain. C'était votre émission. Au revoir.